Cet invité, c'est l'historien Vincent Lemire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous dirigez le Centre de recherche français de Jérusalem, vous y vivez. Vous êtes un peu amoureux de cette ville aussi. Je vous avais déjà reçu l'an dernier d'ailleurs pour parler de l'ancien quartier maghrébin de la ville de Jérusalem, entretien que vous pouvez retrouver sur france24.com. Récemment, vous avez publié cet ouvrage, tout simplement intitulé « Histoire de Jérusalem », sorte de Jérusalem pour les nuls. Un peu, si je peux me permettre. Une bande dessinée dont l'illustration est signée Christophe Gauthier et qui retrace 4000 ans de cette ville où passé et présent s'affrontent. On y reviendra dans le détail dans un instant. Je voudrais revenir sur l'actualité brûlante, entre guillemets. Vendredi, samedi dernier, Jérusalem-Est, 2 jeunes Palestiniens attaquent des civils. Au moins 7 morts, 2 blessés. En Cisjordanie et en vallée du Jourdain, des colons israéliens ont ensuite attaqué des quartiers palestiniens. Il y a aussi eu ces chiffres, ces bilans, 200 morts palestiniens en 2022, 30 morts palestiniens et pour le mois de janvier, autrement dit, un chaque jour. Le gouvernement israélien n'a jamais été aussi à droite de la droite. Question simple, Vincent Lemire, est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle explosion ? Je crois qu'on est dans une nouvelle explosion et la singularité de cette séquence, tout le monde s'interroge, est-ce que c'est une troisième intifada, est-ce que c'est pas une... Est-ce que c'est encore la fin de la deuxième, etc. Je rappelle toujours qu'intifada, ça veut dire soulèvement. Donc un soulèvement, ça se dit intifada en arabe. Et la grande différence avec la seconde et la première, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'horizon politique. On a effectivement un gouvernement israélien qui est à la droite de la droite. On a un leadership palestinien qui est totalement démonétisé, plus que jamais, de plus en plus. Ouais. Mais je veux dire, plus ça va, plus on s'approche de la fin de Mahmoud Abbas, donc on imagine ce que ça donnera. Et puis, effectivement, on se rend compte que les attaques sont de plus en plus fréquentes. Je parle des attaques palestiniennes, avec des assaillants de plus en plus jeunes, de mieux en mieux armés. Et en face, on a une forme de... des attaques beaucoup plus radicales. Oui, on a des morts, on n'est plus sur des attaques au couteau seulement, ou des voitures béliers. Il y a des armes. Et en face, effectivement, on a une forme on pourrait parler presque de répression préventive israélienne, avec des formes, des règles d'engagement qui ont complètement changé depuis en particulier l'arrivée de Ben Gvir comme ministre de la Sécurité nationale. Cette opération à Jenin, on n'avait jamais vu ça depuis la deuxième intifada, c'est-à-dire des forces spéciales qui s'aventurent jusqu'au plein cœur du camp de réfugiés de Jenin, et à la fin, ça se solde par une dizaine de morts, effectivement. Et une escalade, et dans 2 mois, il y a la Pâque juive qui aura lieu peu de temps après le début du Ramadan. Il faut craindre des tensions. Mais en fait, tout le monde sur place attendait le 22 mars, début du Ramadan, et puis la Pâque juive, 5 avril, les Pâques chrétiennes, 10 avril. On n'est jamais que le 30 janvier, 1er février maintenant. Voilà, ça commence très très tôt et très très fort 2023. Et la spécificité, effectivement, c'est que ça se resserre et ça se passe de plus en plus à Jérusalem et en Cisjordanie. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose à Gaza. Et ça aussi, c'est très très différent par rapport aux séquences précédentes. Alors, il y a une tentative des États-Unis de tenter de peser sur cette situation. Anthony Blinken est allé visiter les uns et les autres hier et avant-hier au Proche-Orient. Quelle est la position des États-Unis? Elle a évolué, évidemment, depuis les années Trump. Oui, Dieu merci. Alors, le destin de la région, c'est toujours joué localement et globalement. C'est aussi ce qu'on raconte dans cette bande dessinée. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui ironisent sur le rôle de la communauté internationale. Je rappelle toujours un fait historique majeur, c'est que Israël est un des rares États de la planète qui a été fondé à la suite d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc, quoi qu'en disent les dirigeants israéliens, en particulier vis-à-vis de leur opinion publique intérieure, ils savent très bien qu'en fait, Israël est un des États de la planète qui ne peut pas se payer le luxe de perdre toute légitimité internationale. La Russie le peut, par exemple. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent. Poutine peut faire les pires horreurs, en Russie et même en dehors de la Russie. Il n'a pas de compte à rendre. Mais personne ne va contester le droit aux Russes d'être Russes en Russie. Ouais. D'accord ? Donc, voilà, Israël est dans cette situation particulière, qu'on soit sur des gouvernements de centre-gauche, de centre, de droite ou d'extrême droite comme aujourd'hui, il y a des données structurantes de la diplomatie qui jouent, et c'est ce qu'on voit en particulier avec la visite de Netanyahou programmée ce soir à Paris.
il y a une réponse, vous avez parlé des réponses du gouvernement israélien qui sont de plus en plus dures après les différentes attaques, notamment après les attaques de Jérusalem-Est. Et il y a des réponses qui peuvent être surprenantes pour qui n'est pas spécialiste. Il y a l'ordre de destruction de maisons des assaillants. Jusqu'à présent, on détruisait que les maisons de ceux qui avaient tué des Israéliens. Là, on commence à mettre sous scellé les maisons de certains suspects. On rase des maisons. C'est un peu une illustration de l'aspect un peu précieux et passionné des pierres de cette ville qu'on retrouve dans votre livre. Jérusalem est au cœur des tensions religieuses, sociales, sécuritaires. Tout cela est entremêlé. Vous qui vivez sur place, dans quel état, dans quel esprit est Jérusalem aujourd'hui ? Écoutez, Jérusalem, c'est l'œil du cyclone. Alors ceux qui font un petit peu de navigation savent que quand on est dans l'œil du cyclone, généralement c'est calme. Et en même temps, c'est l'œil du cyclone qui organise toutes les tempêtes autour. Et puis cet œil du cyclone, par moment, il se déplace. Et là, c'est effectivement le chaos. Voilà. Donc c'est ce qui arrive épisodiquement, de plus en plus régulièrement et de plus en plus violemment. Mais en dehors de ces épisodes de tension, j'ai envie de dire, c'est presque une lapalissade, mais c'est très calme. C'est même d'une certaine manière trop calme. Parce que voilà, les forces de sécurité sont là, parce que les caméras sont là, parce que voilà. Donc on est toujours dans une situation de tension qui explose par moment. Et on est aussi dans une situation concrète. Hein. Il faut rappeler pour ceux qui nous regardent que Jérusalem, c'est presque 1 million d'habitants aujourd'hui. Je parle de la municipalité seulement, hein, même pas de la grande agglomération. Sur ces 1 million d'habitants, il y a plus de 400 000 Palestiniens qui ne sont pas citoyens israéliens. Il y a un petit peu plus de 500 000 Israéliens. Donc vous imaginez, on a une capitale revendiquée par Israël, mais qui est habitée par plus de 40% de non-ressortissants. Et avec des injustices dans le fonctionnement de la ville. Avec des grandes différences. Les 40% de Palestiniens n'ont pas le même accès au permis de construire, n'ont pas les mêmes droits, ils ne sont pas citoyens. Et dans le cœur historique de cette ville de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, c'est près de 90% des habitants de la vieille ville qui ne sont pas israéliens. Imaginez si à Paris, en plein cœur de Paris, 90% des habitants n'étaient pas français. Donc, si vous voulez, on a une capitale très paradoxale, déchirée, et qui va affronter dans les semaines et dans les mois qui viennent des violences très très fortes. C'est absolument évident. Et puis il y a les questions de quartier, il y a la question de Jérusalem-Est, dont les Palestiniens sont peu à peu expulsés, et ça a une importance, par exemple, dans les faits qui sont déroulés vendredi dernier. Exactement, c'est aussi une singularité. On a effectivement des attentats qui sont, d'une certaine manière, mieux préparés, qui font plus de morts, et qui se passent à l'est de la ligne verte. Ce n'est pas des attentats sur des terrasses à Tel Aviv ou dans des autobus à Jérusalem-Ouest. On est à Jérusalem-Est. Neve Yaakov, c'est un quartier de colonisation où vivent à peu près 30 000 Israéliens, plutôt des sionistes religieux. C'était un quartier qui avait été fondé dans les années 20 par des sionistes religieux américains, mais il y avait quelques centaines d'habitants dans les années 30. Aujourd'hui, il y a 30 000 habitants. Et puis l'attentat de samedi matin, commis quand même par un très jeune, j'ai envie de dire un gamin de 13 ans. Ouais. 13 ans, mais qui avait une arme à feu. Donc c'est ça la spécificité, il n'avait pas seulement un canif. C'était à Silouan, donc là on était beaucoup plus près de la vieille ville, à quelques dizaines de mètres, où on a en fait des conflits très forts entre les habitants arabes palestiniens de Silouan et des archéologues israéliens qui mènent des fouilles extrêmement intenses en sous-sol. Et ça, c'est aussi l'histoire de Jérusalem, c'est-à-dire que le passé ne cesse de remonter à la surface et le passé est présent d'une certaine manière. Mais ce n'est pas seulement un discours, c'est très concret. Quand il y a des fouilles archéologiques, c'est pour retrouver le passé, mais par exemple, ça fissure et ça fait tomber les maisons où vivent des habitants d'aujourd'hui, quoi. Et vous en parlez d'ailleurs dans ce livre qui est passionnant de ces habitants qui subissent les fouilles. Mais pas seulement, vous revenez sur 4000 ans d'histoire dans ce livre qui s'appelle Histoire de Jérusalem, où le récit est fait par un olivier qui a précisément 4000 ans, né d'un noyau d'olive qui a été craché sur ce mont des Oliviers, qui a vu défiler donc 4000 ans d'histoire sous ses yeux. Le mont des Oliviers dans la vieille ville de Jérusalem, il est entre terre et ciel, entre les hommes et les dieux, entre le monde des vivants, le monde des morts. C'est ce que vous dites, un lieu où se mêlent des faits historiques, des mythes depuis plus de 4000 ans, avant même d'avoir été un lieu saint pour les religions monothéistes. Et vous interrogez notamment dans ce livre sur pourquoi Jérusalem, pourquoi est-ce que ce trou perdu, j'allais dire, de cette région du Proche-Orient se retrouve au centre de toute l'humanité. Oui, vous avez la réponse? C'est la première question. Et il n'y avait pas d'histoire de Jérusalem en bande dessinée jusqu'à aujourd'hui, ce qui est très très étonnant. Et très souvent, on a raconté l'histoire de Jérusalem depuis d'autres lieux. Encore une fois, parce que c'est aussi une histoire globale. Avec Christophe Gauthier, on a voulu se centrer sur le site, sur les lieux,
sur les murs, sur les maisons, et pour interroger justement ce destin très particulier. Et pour répondre à votre question, oui, il faut d'abord regarder les lieux, il faut d'abord effectivement se rendre compte qu'on est sur une ligne de crête, donc on est sans doute effectivement à un point de communication, on pourrait dire en termes d'anthropologie religieuse, entre la terre et le ciel. Et toutes les villes saintes de la région sont dans la même situation, hein. Hébron, Bethléem, Jérusalem, Naplouse, Sichem, c'est toujours sur la ligne de crête. Mais on est aussi à un point de contact entre la plaine littorale, la Méditerranée, l'Occident, et puis le désert, jusqu'à la Mésopotamie. Et c'est toujours du désert que sont venus les prophètes et les prophéties. Et Jérusalem, c'est aussi le point de contact entre, on pourrait dire, le monde des vivants, à l'ouest, et le monde des morts, à l'est. C'est ça qui permet de comprendre, par exemple, que jusqu'à aujourd'hui, tous les cimetières sont à l'est, et les commerces, et les hôtels, et les restaurants sont à l'ouest. Enfin, vous voyez, on a essayé, en fait, de faire l'histoire de ce lieu, de cette collection de lieux saints. On les raconte souvent de façon très impressionniste, en les distinguant les uns des autres. On a raison, mais il faut aussi essayer, pour comprendre quelque chose, de prendre un petit peu de recul. Et notre Olivier, il permet ça. Il a l'énorme avantage d'être ni juif, ni chrétien, ni musulman, ce qui, pour un narrateur qui raconte l'histoire de Jérusalem, évidemment, était la bonne option. Oui, il les observe. Il les observe. Comme les religions qui les ont précédées d'ailleurs sur les mêmes Voilà, lieux. il est très positivement connoté dans toutes ces religions, hein, parce que l'olivier, c'est un arbre de paix et de prospérité, on va dire, mais il a une forme de recul. Voilà. Il a vécu 4000 ans, donc il en a vu passer, il a vu les croisés, il a vu... Et donc, d'une certaine manière, moi, je me suis surpris, en écrivant cette bande dessinée, parfois à me consoler du présent, et je crois qu'il y a des lecteurs qui me disent ça aussi, c'est-à-dire que le temps long permet parfois de prendre... Peut-être pas de se consoler, mais de prendre du recul et de se dire, bon, cette séquence de violence finira un jour ou l'autre. Merci beaucoup Vincent Lemire. On a très peu de temps, c'est dommage. J'aurais bien voulu parler aussi de la visite du nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, d'extrême droite, ouvertement raciste sur l'esplanade des mosquées. En quelques mots, ça a énormément choqué en Israël et malheureusement, c'est peut-être pas terminé avec ce gouvernement très à droite. Non, ça va revenir. Il a dit qu'il irait tous les mois. Donc, et il va essayer d'y revenir pendant Ramadan. Et il y aura une explosion de violence. Elle est absolument programmée. Aujourd'hui, il y a pratiquement 500 000 juifs qui viennent prier sur l'esplanade des mosquées tous les ans. Ils étaient 2000 il y a à peu près 10 ans. Donc il y a vraiment des tournants très forts. On est dans un moment d'extrême tension. Merci beaucoup Vincent Lemire d'être venu sur notre plateau Merci ce matin. Je sais que vous avez un agenda chargé. Je rappelle cette histoire de Jérusalem. C'est votre dernier ouvrage. Illustration, donc vous l'avez dit, signé Christophe Gauthier. C'est aux éditions Les Arènes. Et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup.